Bonjour et bienvenue à cette capsule de Quoi lire cette semaine dans une version toute spéciale pour l'été. Je serai aujourd'hui en compagnie de collègues de travail des bibliothèques de Sherbrooke, Catherine dans un premier temps et Marie se joindra à nous un peu plus tard. Et toutes les deux ont accepté de nous proposer une de leurs lectures les plus marquantes. À la fin de la capsule, j'irai moi aussi avec une petite suggestion parce que je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Alors sans plus attendre, Catherine, j'ai hâte de savoir ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, donc pour ma part, j'ai choisi le livre Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de l'écrivaine africaine-américaine Maya Angelou, qui est paru pour la première fois en anglais en 1969 et ensuite qui a été traduit en langue française en 1980 sous le titre d'abord de Je reprendrai bien un peu de rêve. Et 10 ans plus tard, en 1990, là, ça a été publié sous le titre qu'on connaît Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Maya Angelou est une grande figure de la littérature états-unienne. Elle est née en 1928 sous le nom de Marguerite Annie Johnson et est décédée en 2014. Elle a été tour à tour écrivaine, poétesse, essayiste, militante, actrice, professeure d'université et j'en passe. Et Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage est le premier volume de son autobiographie qui en fait 7. Ce récit-là raconte vraiment l'enfance et l'adolescence de Maya Angelou jusqu'à ses 17 ans. Donc, le récit commence alors que la jeune Maya, ou Marguerite, elle porte les deux noms dans le récit, a 3 ans. Elle a un frère qui s'appelle Bailey et leurs parents viennent de se séparer et les deux sont envoyés chez leur grand-mère paternelle dans la ville de Stamps, en Arkansas, au sud des États-Unis. Et c'est là vraiment que les deux, là, le frère et la sœur, vont faire l'expérience du racisme ambiant. Donc, on est dans les années 30-40, dans le sud des États-Unis, dans un ancien État esclavagiste, donc très marqué par la violence envers la communauté noire. Donc ils vont vivre là, toutes sortes de... Dans un contexte très, très marqué par la ségrégation raciale, donc ils vont vivre toutes sortes d'expériences marquées par le racisme. Je pense notamment là, aux insultes qui vont être proférées par des jeunes filles blanches envers la jeune Maya et sa famille, le dentiste qui va refuser de soigner la jeune Maya parce qu'il refuse de soigner des personnes noires, un membre de la famille qui doit se cacher parce qu'il y a un membre du Ku Klux Klan qui rôde à un certain moment là, dans les environs. Donc, c'est des violences très crues, c'est des réalités très dures qui sont dépeintes, mais il y a à travers ça des moments de grâce aussi, entre autres la victoire du boxeur Joe Louis en 1937, qui va le consacrer champion du monde et qui va vraiment faire la fierté de la communauté, qui va redonner un sentiment de puissance. Le fait qu'à un certain moment aussi, Maya Angelou va retourner vivre chez sa mère à San Francisco et va devenir la première femme noire conductrice de tram dans la ville. Et le récit prend fin alors qu'elle donne naissance à un premier enfant, tout juste après avoir reçu son diplôme de l'école secondaire, où elle a étudié notamment la danse et le théâtre. Donc, c'est un récit qui a été écrit durant et vers la fin là, des mouvements civiques, des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis. Donc, c'est très marqué par ce mouvement-là dans les thématiques qui sont abordées, notamment justement les réalités reliées au racisme, aussi les enjeux qui sont particuliers au vécu des femmes noires, la quête d'indépendance, la quête d'autonomie, de dignité aussi. Donc, c'est vraiment une très, très grande œuvre à découvrir. Je me permets de faire un avertissement, par contre, sur le contenu, évidemment, parce que c'est des réalités, je le disais, très dures qui sont dépeintes, des violences racistes, des violences sexuelles aussi. Donc, il faut être prêt à lire des scènes comme celle-là, bref. Donc, voilà. Et je me permets aussi de faire un petit clin d'œil à un album jeunesse qui s'appelle « La vie ne me fait pas peur », qui est basé sur un poème, justement, de Maya Angelou. Et ça aborde vraiment, c'est magnifiquement illustré, ça aborde des peurs des enfants, la peur de la noirceur, la peur des bruits dans le couloir, les monstres, et une réalité qui est toute particulière à la jeune Maya qui est représentée dans l'album, qui est celle de se faire tirer ses boucles par les garçons dans la cour d'école. Donc voilà, mais à travers, il y a toujours la répétition du vers « La vie ne me fait pas peur » qui revient ponctuellement là, dans le récit, qui va vraiment venir désamorcer ces peurs-là et vraiment redonner une certaine puissance d'agir aux enfants. Ah, c'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Ça très intéressant comme suggestion. Merci. Ça semble très riche, en tout cas. C'est sûr que je prends ça en note. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi, Véronique. Alors, Marie s'est jointe à nous à l'instant. Marie, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai très hâte de savoir ce dont tu vas nous parler aujourd'hui.
Bien, bonjour Véronique. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un album jeunesse qui s'appelle « Je ne suis pas un numéro ». Ça a été écrit par Jenny Kay Dupuis et Cathy Casser et illustré par Gillian Newland. Donc, c'est l'histoire de la jeune Irène, qui est en fait la grand-mère d'une des autrices. Donc, c'est une histoire vraie. Ça se passe en 1928. La jeune Irène Cucci a 8 ans. Elle est d'origine Anishinaabe. Elle, dans le fond, est dans la réserve de Nipissing, en Ontario. Et puis, il y a un agent du gouvernement qui vient à la maison et eux, ils sont 14 enfants. Et puis, il vient en prendre 3 pour les amener dans un pensionnat autochtone. Donc, Irène et 2 de ses frères partent. Rendus là-bas, ils sont malheureusement séparés parce que les garçons sont d'un côté, les filles de l'autre. Ensuite, Irène est apportée dans une douche où sous un jet d'eau froide, il y a une religieuse qui lui frotte la peau en lui disant qu'elle doit faire partir tout le brun de sa peau. Donc, lui enlever son identité, si on veut. Ensuite de ça, elle se retrouve sur une chaise où on lui coupe les cheveux. Puis pour sa nation, elle, les cheveux longs, c'est une fierté. Puis il les coupe seulement quand il y a un deuil dans la famille. Donc, pour elle, c'est très déstabilisant de voir ses cheveux raccourcis jusque-là. Donc, elle commence à être un peu stressée et tout ça. Et puis, peu de temps après, la religieuse lui dit qu'à cet endroit-là, elle ne se fera pas appeler Irène. Ils vont l'appeler 759, qui est son numéro, parce que les enfants, là-bas, ils n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Oui, c'est pas très joyeux. Et puis, quelques jours après, à un repas, Irène parle avec une de ses copines dans sa langue maternelle, qui est l'Ojibwe. Et puis, il y a une religieuse qui la frappe parce qu'à cet endroit-là, on ne parle pas les langues des peuples des Premières Nations. Donc, Irène est seule, elle ne peut pas communiquer avec sa famille non plus parce qu'elle ne peut pas écrire de lettres, elle ne peut pas en recevoir, puis elle voit seulement ses frères lors des messes, et toujours à distance. Donc, elle ne peut pas aller les voir, les prendre dans ses bras, etc. Donc, c'est une année très longue, très difficile pour elle. Quelle consolation, là. Oui, exactement. Puis, il y a une des religieuses, par contre, qui est plus gentille avec elle, qui lui donne de la nourriture plus agréable au goût que celle qui est servie habituellement, qui les laisse un peu sur leur faim, et qui lui prodigue un peu d'amour, entre guillemets. Donc, c'est assez difficile. Mais pourquoi j'ai décidé de parler de ce livre-là? C'est parce que, premièrement, c'est basé sur une histoire vraie. Irène a quand même été chanceuse parce qu'elle n'y est allée qu'1 an. Donc, ça finit sur une belle ouverture, des belles retrouvailles, mais le texte est dur. Les illustrations sont à l'aquarelle. Le texte aussi, en plus des illustrations, arrive à transmettre tout le ressenti, toutes les émotions que la petite Irène vit loin de sa famille comme ça. Donc, je trouvais ça important d'initier les enfants à ces réalités-là. Puis des fois, c'est pas toujours facile de parler de sujets plus difficiles. Je trouvais que ce livre-là réussissait bien à le rendre, puis à apporter des informations autant aux enfants qu'aux adultes. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important de rencontrer les peuples des Premières Nations qu'on connaît quand même moins. Et puis, depuis cette année, il y a un mouvement qui s'appelle « En juin, je lis autochtone ». Donc, ça m'avait inspiré plusieurs lectures, dont celle-ci. Fait que je trouvais que c'était bien. Une autre chose qui est vraiment agréable dans ce livre-là, c'est qu'à la fin, il y a une section qui parle d'Irène, de sa vie, avec des illustrations, des photos et tout ça. Donc, c'est plus joyeux, donc un peu plus agréable. Puis, il y a une section un petit peu plus triste, qui est plus informative, qui parle des pensionnats autochtones. Donc, on apprend, entre autres, que 150 000 enfants ont été envoyés dans les pensionnats autochtones, parfois dès l'âge de 4 ans, puis qu'il y en a seulement 80 000 qui sont revenus. Donc, les dépouilles qu'on a trouvées récemment dans les provinces canadiennes, ça risque de malheureusement pas être les dernières. Donc, je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là, autant avec nos enfants qu'avec les adultes. Donc, ce livre-là, je trouvais que c'était une perle pour ça. D'ailleurs, dans la même veine, je recommande 2 autres livres. Une BD pour adultes qui s'appelle « C'est le Québec qui est né dans mon pays », qui a été écrite par Emmanuel Dufour, qui est allé à la rencontre de gens des peuples des Premières Nations et qui a parlé d'à peu près tous les sujets imaginables pour comprendre leur histoire, leurs valeurs, leur vécu. Donc, c'est super intéressant. Puis, à la fin, elle propose plusieurs livres dans sa bibliographie pour poursuivre la rencontre si ça nous intéresse. Et l'autre, c'est un autre album pour les enfants. Ça s'appelle « Nous sommes les protecteurs de l'eau ». Ça a été écrit par Carol Lindstrom et Michaela Goad. J'espère que je le prononce comme il faut. Et ça parle, dans le fond, du soulèvement des peuples des Premières Nations lors de l'installation des pipelines. Donc, on voit comment ils voyaient tout ça et leur rôle
de protecteurs de la nature, de l'eau particulièrement, et comment ils ont réagi à tout ça. Donc, je trouvais que toutes ces œuvres-là étaient une belle façon de découvrir et d'aller à la rencontre des peuples. Donc, j'ai vraiment aimé ça et je voulais en parler. Bien, c'est communicateur parce que j'ai très envie de m'y pencher moi aussi. Merci beaucoup, Marie. Bien, ça fait plaisir. De belles suggestions, encore une fois, très riches, une belle richesse que tu nous proposes. Merci beaucoup. De mon côté, je tenais ardemment à dire quelques mots sur un livre qui m'a littéralement bouleversée. Il s'agit d'un premier roman, en fait, pour le poète Océane Vuong. Je ne sais pas si tu l'as lu, si tu en as entendu parler. Ça s'intitule « Un bref instant de splendeur ». Ça a été écrit en 2020, en fait, publié en 2020 aux éditions Gallimard. Et en fait, c'est magnifique. Peut-être que, en tout cas, on en a entendu parler un peu là, ces temps-ci, là, parce que je suis loin d'être la seule à avoir été là, littéralement happée par ce titre-là. En fait, l'écriture est absolument remarquable. Le sujet est percutant, il nous touche droit au cœur. En fait, la forme du texte est également très inclusive parce qu'il s'agit d'une longue lettre que l'auteur adresse à sa mère analphabète, et dans laquelle il se dévoile, il se met à nu, sans fausse pudeur, sans retenue, afin d'être pleinement reconnu et accepté par elle. Alors, c'est très, très, très beau. On apprend qu'Océane Vuong a quitté le Vietnam à l'âge de 2 ans avec sa famille proche, composée essentiellement de sa mère et de sa grand-mère, qui ont été marquées par les atrocités de la guerre. Et on découvre dans ce livre-là à quel point il est périlleux de survivre avec des images comme ça de la guerre, des souvenirs noirs tatoués en soi et sur soi. Et on comprend à quel point c'est difficile pour les gens, les victimes directes, les gens qui ont vécu ces atrocités-là, mais on comprend aussi à quel point ça peut être difficile à vivre également et à porter pour ce qu'on pourrait appeler comme les victimes collatérales, c'est-à-dire les gens des générations suivantes qui découvrent les drames associés à la guerre à travers les histoires de leurs proches. On va aussi découvrir, en fait, Océane Vuong va parler de son homosexualité dans ce livre-là. Il va parler de son premier amour pour Trevor, dans des termes parfois crus, mais jamais dénués de beauté. C'est vraiment un texte, écoutez, c'est dur, ça nous laisse une marque vraiment là, indélébile, ça c'est certain. C'est à lire sans faute. Je te le recommande. J'en doute pas, ça a l'air extraordinaire. Oui, tout à fait, c'est vraiment, c'est puissant. Oui, puis des fois, c'est difficile aussi d'imaginer tout ce qu'ils ont vécu. Absolument. Puis de le lire, ça nous permet d'en comprendre un peu plus. De l'intérieur, là, avec toute l'émotion que ça comporte, là, que ça suppose. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Marie, merci à toi d'avoir pour accepté l'invitation. Merci à Catherine également d'avoir participé un peu plus tôt dans la capsule. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous invite sous peu pour une nouvelle capsule de Quoi lire cette semaine en compagnie des collègues de la Bibliothèque de Sherbrooke. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À très bientôt.